Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer les taïfas qui forment de petits royaumes et principautés musulmanes indépendantes qui sont apparus après la chute des califats musulmans hégémoniques de l'Andalous au cours du Haut Moyen-Âge durant la Reconquista. Il y a eu 3 périodes de taïfas entre 1031 et le milieu du XIIIe siècle, tous suivant des politiques et objectifs totalement différents. Vous en savez plus sur les taïfas? Venez avec moi. Le premier système de taïfa commence après la fragmentation du califat omeyyade de Cordoue en 1031. Le déclin des Omeyyades avait commencé en 1008, marqué par des troubles intérieurs, des conflits de succession et des incursions berbères. Dans la perturbation qui accompagne l'effondrement des Omeyyades, des seigneurs de guerre et des aventuriers de tout l'Andalous se mirent en quête de territoire. Ces fiefs deviennent des taïfas, et entre 30 et 50 furent établis à cette époque. Le nombre de taïfas diminue considérablement au cours des années qui suivent. Certains n'étaient que des cités-états mineurs qui fusionnent rapidement avec des entités plus importantes ou furent simplement conquis par leurs voisins. Finalement, les taïfas se regroupent autour de Saragosse, Valence, Tolède, Badajoz, Séville, Grenade. Cordoue, qui comptait autrefois 500 000 habitants et avait été le centre du pouvoir et du prestige des Omeyyades, ne retrouve jamais sa stature d'antan, après que Afonso VI, roi de Castille et de Léon, 1072-1109, eut conquis la taïfa de Tolède en 1085, les autres taïfas demandent à la dynastie almoravide un soutien militaire. Les Almoravides arrivent et repoussent rapidement les Castillans, mais à ce moment-là, les sauveurs décident de demeurer les nouveaux maîtres de l'Andalous et absorbent les taïfas en 1090. Le règne des Almoravides ne dure pas cependant. La deuxième période de taïfa émerge progressivement en 1144, lorsqu'une autre dynastie berbère, les Almohades, entre en Andalouse et détrône les Almoravides. Cette nouvelle dynastie berbère conquit la plupart des taïfas en 1172. Les Almohades dominent à l'Andalous pendant les 40 années suivantes, jusqu'à ce qu'une victoire chrétienne décisive, vous la connaissez, Las Navas de Tolosa en 1212, ne brise définitivement la puissance militaire almohade. Et le califat se fragmente à nouveau pour la troisième et dernière période des taïfas, à l'exception de Grenade. Au début de la première période de taïfa, les chrétiens et les juifs andalous vivaient dans un contexte de discrimination limitée. Il y avait périodiquement des violences à leur rencontre, mais cela ne définissait pas les relations entre les adeptes des religions concurrentes. En tant que gens du livre, les chrétiens et les juifs bénéficiaient d'une protection juridique et étaient plutôt respectés, de sorte que les deux minorités religieuses s'intègrent à la société andalouse. De nombreux émirs et princes musulmans emploient des juifs à des postes de grande influence. Bien que les taïfas fussent remarquablement tolérantes pour leur époque et certainement plus accommodantes que leurs successeurs, de nombreux conflits éclatent lorsque divers royaumes chrétiens cherchent à exacerber les querelles internes et à les affaiblir pendant la Reconquista. En outre, les taïfas payent régulièrement des parias ou des tribus sous forme d'argent, de marchandises ou d'experts au royaume chrétien en échange d'une aide militaire. Il est difficile de séparer les paiements de parias des honoraires de mercenaires ou de l'argent de la protection, car ils sont en quelque sorte un peu imbriqués, voire totalement imbriqués. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'une relation mutuellement symbiotique. Les taïfas, culturellement dynamiques et riches, mais politiquement faibles et instables, recevant le soutien de puissances chrétiennes, politiquement formidables, mais économiquement moroses. Les paiements étaient absolument vitaux pour la survie des royaumes chrétiens, car ils avaient besoin de ces fonds pour faire avancer leurs propres projets et maintenir la loyauté de leurs vassaux. Au début, les taïfas pouvaient facilement se permettre ces paiements et les déduisaient des excédents.
Cependant, les paiements affaiblirent peu à peu de nombreuses taïfas, car la guerre constante signifiait que des renforts chrétiens étaient toujours nécessaires, que des armées chrétiennes de plus en plus audacieuses menaçaient d'attaquer si elles n'étaient pas payées. Les ponctions financières facilitent la conquête chrétienne ultérieure. Ironiquement, les guerriers que ces paiements étaient censés acheter furent ceux-là même qui mirent fin aux taïfas. Les souverains des taïfas patronnaient les arts et les sciences afin d'attirer les poètes et les savants de tout l'Andalous. Les seigneurs musulmans devaient agir de la sorte, car ils ne jouissaient pas d'une grande légitimité politique. Ces dirigeants étaient une combinaison de loyalistes arabes omeyyades, de berbères du Maghreb et de chefs de guerre. Les seigneurs ne pouvaient pas justifier leur domination par le partage de la lignée avec les rois omeyyades et étaient fréquemment en but à des détracteurs internes. Ils pouvaient cependant cimenter leur légitimité grâce aux arts et aux sciences. Après la chute du califat omeyyade, il y a eu une diaspora de savants et de nombreux individus talentueux cherchant un emploi auprès de mécènes. À mesure que la Reconquista prenait de l'ampleur, de nombreux érudits, y compris des juifs, fuient les récentes conquêtes chrétiennes pour se réfugier dans les taïfas et travailler pour les cours qui les acceptaient. Certains dirigeants s'adonnaient même à la poésie dans le but de se rendre plus raffinés, eux et leurs cours. Les grandes taïfas se spécialisaient dans diverses disciplines. Séville, Tolède et Saragosse se concentraient respectivement sur la poésie, la science, la philosophie. La concurrence omniprésente entre les taïfas rivales ainsi que la migration constante d'artistes itinérants d'origines diverses mélange les techniques artistiques locales et crée un style andalou distinct. La vie sous les Almoravides se caractérisait par une intolérance et une répression, mais les taïfas conservent leur dynamisme culturel. Il est remarquable de constater que même les Almoravides furent rapidement séduits par l'apprentissage et la culture des taïfas et commencent à adopter les techniques et les motifs andalous dans leur propre art, ajoutant un peu de vie et de verve dans leur style perpétuellement sévère. Le commerce international était florissant au début de la première période de taïfa, car les polices musulmanes étaient idéalement situées pour tirer parti du commerce avec les berbères en Afrique du Nord qui constituaient une plaque tournante pour les caravanes transsahariennes. L'arrivée au pouvoir de la dynastie almoravide permet également aux taïfas d'accéder à l'empire du Ghana en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'au Niger, et d'y exporter de l'or, des esclaves, de la gomme, de l'ivoire. Par extension, les taïfas donnent à leurs partenaires chrétiens l'accès au commerce sur toute l'étendue des réseaux commerciaux. Grâce à cet arrangement, les taïfas fournissaient des métaux précieux, de l'ivoire, de la soie au reste de la péninsule. Les royaumes chrétiens, quant à eux, fournissaient du bois et des fourrures à leurs partenaires commerciaux musulmans. Al-Andalus était beaucoup plus urbanisé que les royaumes chrétiens. Certaines taïfas s'urbanisent plus que d'autres. Ils vivaient dans des sociétés semi-urbaines alors que leurs homologues chrétiens et almoravides étaient fortement ruraux. Al-Andalus était en fait l'une des régions les plus urbanisées du monde islamique et pouvait se targuer d'un niveau de développement et d'éducation impressionnant. Il ne s'agissait pas d'un système féodal, mais plutôt d'un système qui mettait l'accent sur les marchés locaux et régionaux. Les arrière-pays ruraux fournissaient de la nourriture et des matières premières aux villes qui fonctionnaient comme leurs principaux marchés. Une main-d'œuvre qualifiée entretenait un système d'irrigation complexe qui permettait aux taïfas de cultiver des produits de luxe comme le raisin et les olives et d'approvisionner le secteur manufacturier. Les agriculteurs et les paysans entretiennent ce système de production en les traitant comme une science et les font fonctionner malgré les fréquents raids des armées chrétiennes et musulmanes rivales. Tout comme les taïfas se spécialisent dans un certain domaine de la connaissance, elles se spécialisent également dans un certain industrie,
notamment la sériculture, la verrerie, l'édition de livres. Les taïfas cherchent avant tout à être autosuffisantes, mais tentaient à exporter lorsque cela était possible. Mais la robustesse de l'économie d'Al-Andalus, celle-ci stagnait, car chaque dirigeant de taïfa privilégiait son propre bien matériel, ses cours somptueuses et sa légitimité, plutôt que tout un plan de durabilité à long terme. La quantité d'or et d'argent diminue également car l'augmentation des paiements nécessitait davantage de pièces. Les tentatives de compenser le manque à gagner par la fiscalité suscitent le mécontentement populaire, voire la rébellion. Les économies des taïfas restent fortes, mais de plus en plus vulnérables, et elles étaient des cibles tentantes pour les royaumes chrétiens renaissants. Comme on l'a vu, l'effondrement du califat omeyyade au XIe siècle et son émiettement en une multitude de petits royaumes, les taïfas, permettent une avancée de la Reconquista. Afonso VI, roi de Castille et de Léon, 1042-1109, occupe Tolède en 1085. Mais les Almoravides repoussent les Castillans, malgré l'arrivée massive de chevaliers français et la vaillance du célèbre et légendaire El Campeador. Valence demeure capitale musulmane de 1099 jusqu'en 1238. Cependant, les progrès des chrétiens sont continus. Reconquête de Saragosse et de la vallée de l'Èbre en 1118. Mais les rivalités entre royaumes chrétiens favorisent l'intervention des Almohades, qui infligent une défaite au roi de Castille sans pourtant entraver la Reconquista. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.